Bonjour à tous, on va, ravi que vous soyez présents. On va attendre encore, on va dire 2 minutes pour que tout le monde puisse se connecter tranquillement à la session. Ok, super. Bonjour Damien, en tout cas, ravi d'être avec vous pour ce webinaire punaise de lit. C'est bon, on a réussi à résoudre le souci de connexion, donc Bernard Régent est avec nous. Donc, écoutez, c'est parti. Je laisse la main à Nicolas. Merci Nicolas. Merci beaucoup Damien de me donner la parole sur la partie donc mieux comprendre le nuisible. Effectivement, Damien m'a fait part effectivement de ce webinaire pour vous faire prendre conscience déjà du contexte de la punaise de lit, des éléments de la biologie qui, qui sont pour moi et pour beaucoup de mes collègues, en tout cas des éléments fondamentaux pour bien connaître la punaise, pour adapter ensuite les éléments de diagnostic, de contrôle, puis les éléments de lutte, dont Damien vous parlera tout à l'heure. Donc, pour ma part, je vous parlerai donc du contexte, de la réménage de l'insecte. C'est vrai que pour certains, la punaise de lit n'est là que depuis quelques années. Je peux vous dire qu'elle est là depuis bien longtemps. Donc, je vous ferai un petit topo sur la biologie. Sur les éléments de diagnostic, cette notion d'élément de diagnostic, c'est vraiment une étape fondamentale pour pouvoir ensuite amener un bon contrôle et des moyens de lutte suffisamment, on va dire, larges pour pouvoir mener à bien la lutte contre la punaise de lit. Et Damien vous expliquera le protocole d'IFATEC. Et ensuite, Bernard vous fera un petit peu le point sur son retour. Donc, dans un premier temps, on va parler du contexte de réémergence. Donc, il faut savoir que la punaise de lit, c'est pas un insecte qui date d'hier, comme vous pouvez le voir sur la chronologie. Donc, on est vraiment après l'ère préhistorique, à moins 115 millions d'années. Et c'est effectivement à cette époque-là, donc la punaise de lit, il n'y avait pas l'homme. Et la punaise de lit se nourrissait essentiellement de sang sur les chauves-souris dans les grottes. Et quand l'homme est arrivé, effectivement, l'homme a colonisé les grottes. Puis là, pour la punaise de lit, c'était un vivier de nourriture, puisque nous sommes aujourd'hui, effectivement, la première nourriture pour les punaises de lit. Donc, finalement, la punaise de lit était là avant nous, et c'est nous qui l'avons amenée dans nos différentes habitations, les différentes régions où on a pu vivre depuis l'ère des temps, finalement. Donc, aujourd'hui, la punaise de lit ne va faire que, finalement, nous suivre au quotidien. Il est important de savoir aussi que depuis quelques années, donc on a maintenant des chiffres, des remontées via la chambre syndicale 3D qu'on n'avait pas forcément auparavant. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup plus de statistiques. Mais vous pouvez voir que 2017, où on a commencé à remonter certains chiffres, donc en 2017, il y avait 180 000 sites, donc 180 000 bâtiments infestés par la punaise de lit. En 2019, 360 000. Et je peux vous dire que les derniers chiffres, on était au-delà des 500 000 en 2022. Donc, c'est quand même aujourd'hui un insecte qui a une vocation à se développer de façon exponentielle dans tous les cadres sociétals, que ce soit chez les bailleurs sociaux, bailleurs privés, des logements de luxe, tout comme dans les hôtels, que ce soit des formulaires, des BNB, des Ibis, des hôtels 5 étoiles. Aujourd'hui, la punaise de lit a une capacité de se développer dans n'importe quel environnement, que ce soit des environnements de luxe avec une hygiène très rigoureuse, comme dans des environnements avec des hygiènes malheureusement un peu moins respectées. Et plus finalement on va avoir une densité humaine importante, plus la punaise de lit aura vocation à se développer. Alors, la punaise de lit, il faut savoir qu'aujourd'hui, la punaise, elle a différentes problématiques sur nous, différentes nuisances, qui vont être essentiellement des nuisances psychologiques. C'est le fait d'avoir des piqûres régulières qui vont nous amener à avoir cette nuisance. Savoir qu'il n'y a pas eu encore, de façon scientifique, un lien entre la punaise de lit et les transmissions de maladies. On a déjà eu quelques retours sur des problématiques d'infection, mais ce n'est pas dû à la punaise de lit, c'est dû à l'environnement où la punaise de lit était présente. Donc le risque infectieux n'est pas forcément dû à la punaise de lit, mais elle est due à l'environnement où est présente la punaise de lit, dans les logements qui sont parfois insalubres, qui sont bourrés de bactéries. On a eu le cas d'une femme âgée aux États-Unis qui habitait dans un logement insalubre, qui s'est grattée après avoir été piquée des centaines de fois. Le fait de s'être grattée avec
les agents pathogènes qu'elle avait au bout de ses ongles, a amené un empoisonnement du sang et une septicémie. Donc, ce n'est pas la punaise de lit qui amène le risque infectieux, c'est vraiment l'environnement où les personnes vivent. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux piqûres de punaise de lit. Et on estime que 30% des personnes, d'ailleurs, n'ont aucun symptôme. Moi, je me rappelle, il y a maintenant plus de 20 ans en arrière, quand on me disait, oui, ma femme ne se fait pas piquer, moi, je me fais piquer. Ben non, potentiellement, avec le recul, potentiellement, madame se faisait piquer également. Simplement, elle était asymptomatique. Et je peux vous dire que parfois, moi, ce qui me pose le plus de problèmes dans les histoires qu'on me ramène et quand on m'appelle sur des diagnostics bien particuliers, c'est justement sur les personnes asymptomatiques. Parce que finalement, ces personnes-là, la présence de punaises de lit n'a aucun impact, aucune nuisance, puisqu'ils n'ont aucun bouton, aucune nuisance dermatologique. Et finalement, ils vont commencer à avoir des problématiques et plutôt psychologiques quand ils vont voir plein d'insectes dans leur logement. Et malheureusement, il sera trop tard. Donc c'est vrai que ces 30% de personnes asymptomatiques, parfois ça me pose problème, puisque généralement, on va appuyer sur le bouton beaucoup trop tard. C'est vrai que sur les 70 autres pourcents, où là, les personnes sont symptomatiques, généralement, quand ils vont commencer à avoir quelques boutons, ils vont commencer à avoir des alertes. Voilà. Alors, pourquoi la punaise de lit est aujourd'hui revenue depuis une vingtaine d'années dans notre environnement? C'est parce que depuis une vingtaine d'années aussi, on a eu des interdictions d'insecticides. Vous savez, l'insecticide qu'on voit dans les médias, là, le sniper, là, il faut savoir que c'est un insecticide qui est interdit depuis plus de 20 ans en France. Donc, c'est un insecticide qui était utilisé dans les années 2000. Moi-même, j'en ai utilisé. Et je peux vous dire que le fait d'en utiliser, j'avais le droit à ma petite prise de sang tous les 6 mois pour voir s'il n'y avait pas des résidus. Et aujourd'hui, ces insecticides-là qui sont totalement interdits arrivent au marché noir et on s'aperçoit qu'il y a encore eu cette semaine, d'ailleurs, une intoxication avec des cas très, très graves. Et ces insecticides-là étaient très répandus depuis les années 50. D'ailleurs, c'est les résidus de l'après-guerre. Donc, après les années 50, la punaise de lit a eu un fort déclin puisque on a eu l'apparition d'insecticides donc synthétiques, le DDT qui était super puissant. Moi, je me rappelle faisant des traitements dans les logements avec des garanties de 6 mois. Et quand on faisait des traitements par pulvérisation dans des logements, on ne tuait pas que les blattes, on tuait également les poissons d'argent, les punaises de lit, les entraînes, tous les insectes rampants qu'on avait potentiellement dans un logement, on les traitait. Et en 2000, dans les années 2000, on va dire, ce protocole de traitement préventif qu'on faisait auparavant dans le logement a basculé et a été remplacé par notre petit traitement gel. Le gel qui, aujourd'hui, tue exclusivement les blattes. Donc, il faut savoir également que dans les pays donc, émergents, comme l'Inde, la Tanzanie, la moitié des logements sont infestés de punaises de lit. Donc, c'est vrai que pour les hôteliers, quand j'ai mon petit bus avec mon petit quart d'Indien, aujourd'hui qui arrive en France, moi, je me mets à la place d'hôtelier, je serre les fesses. Parce que potentiellement, j'ai bien au moins une chambre sur 2 qui risque d'être infestée. Donc ça, aujourd'hui, la punaise de lit, on l'a partout, mais c'est vrai que dans les pays en voie de développement, où finalement cette nuisance a beaucoup moins d'impact que chez nous, on laisse propager la punaise de lit. Donc comme je vous le disais précédemment, la réémergence de la punaise de lit dans notre environnement, elle est due aussi à nos changements de protocole. À nos changements de protocole. Pourquoi? Parce que dans les années 2000 jusque dans les années 2000, on pulvérisait dans tous les logements des insecticides plutôt costauds avec des rémanences de 6 mois sans problème, qui étaient vraiment très puissants. Ces traitements ont donc été remplacés par des traitements gel préventifs à spectre réduit. Et du coup, on n'avait plus cette mortalité quotidienne qu'on avait avec nos traitements chimiques. Il faut savoir aussi que la punaise de lit a une capacité à pouvoir se cacher dans des environnements particuliers, les prises électriques, les plinthes, les placos, les luminaires, et a une capacité à se mettre en diapause quand l'environnement devient hostile. C'est-à-dire que si j'ai tendance à utiliser aussi des insecticides très puissants, avec un pouvoir débusquant très irritant, je vais peut-être tuer ce que je vais voir, mais par contre, toutes les punaises de lit que je ne vais pas voir, si l'insecticide est trop puissant, elles vont se mettre en diapause pour se protéger. Et la diapause peut durer facilement pendant 18 mois au stade adulte. Et ça, c'est ce qui découle aussi de certains protocoles que je peux encore voir malheureusement, style des traitements à base de lac, des produits très solventés,
où je vois pas mal de prestataires qui me disent, moi, en un seul traitement, les gars, j'ai du résultat. Bah oui, j'utilise de la laque. Mais en fait, est-ce que j'ai du résultat? Pas forcément. Je vais certainement mettre les autres punaises en diapause pendant quelques mois. Donc ça fait partie des mauvais protocoles de traitement, hein, avec des insecticides plutôt puissants, plutôt irritants. D'ailleurs, même pour notre santé, ce n'est pas forcément le top. Hein. À savoir que n'oubliez pas notre vocation, notre mission quotidienne, c'est quand même de protéger l'homme de transmission de maladies, hein, de protéger l'homme également de toute intoxication, de protéger l'environnement. Donc l'objectif, c'est, quand je fais un traitement, c'est de ne pas potentiellement poser problème à la santé également de la personne chez qui je traite. De ne pas non plus poser problème à la santé de l'opérateur. Donc ça, bien faire attention sur les protocoles de traitement. C'est pour ça que derrière, Damien vous expliquera son protocole avec les Radex bébés. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la punaise est un des rares insectes à avoir plusieurs comportements de résistance. Et un des comportements de résistance qui peut arriver très rapidement, c'est ce comportement dû au durcissement de la cuticule. C'est-à-dire que déjà, la molécule a déjà du mal à pénétrer à l'intérieur de l'insecte. On a aussi des mutations génétiques qui permettent d'avoir un métabolisme amélioré et qui limitent aussi l'efficacité de certains insecticides qui agissent sur le système nerveux. Donc, il faut savoir que la punaise de lit est un des rares insectes à avoir certains métabolismes de résistance, surtout sur une grande famille qui s'appelle la famille des pyréthrinoïdes de synthèse. Donc, attention à ça. C'est pour ça qu'on demande aussi à faire évoluer les molécules actives et ne pas toujours utiliser les pyréthrinoïdes de synthèse qui ont été utilisés à grande ampleur pendant des années. Je vais maintenant vous faire part donc, de quelques éléments de la biologie de la punaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans notre environnement, il y a la possibilité d'avoir pas une espèce de punaise, mais deux. Bon, la punaise qu'on a quotidiennement chez nous, c'est la Cimex lectularius. C'est la plus répandue dans les pays industrialisés. Pas de souci, dans les pays touristiques. Mais vous voyez, au niveau de la partie équatoriale, on a une autre punaise aussi qui s'appelle la Cimex hemipterus. Cette punaise qui, dans ce milieu équatorial, a une capacité à déposer un parasite via ses excréments, qui peut être à l'origine d'une maladie qui s'appelle Amélie de Chagas. Alors, ce parasite, aujourd'hui, on a la chance de ne pas l'avoir détecté aujourd'hui dans nos pays, au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre conscience. Oui, il y a la transmission de parasites dans le milieu équatorial, parce que le parasite est vraiment dans un bel environnement qui lui va bien. Mais aujourd'hui, à ce jour en tout cas, nous n'avons pas détecté ce parasite, en tout cas vivant, de maladie de Chagas au niveau de l'Europe. En termes de nuisance, donc vous voyez que c'est vrai que c'est un tout petit insecte, puisque comme vous voyez la petite illustration sur la droite, là on a les différentes étapes de développement d'une punaise de lit. D'ailleurs, vous voyez cette petite punaise très très rouge, c'est le premier stade juvénile d'une punaise qui vient de prendre un repas. Il faut savoir que la punaise, au premier stade larvaire, est translucide. Et au fur et à mesure des prises de repas, sa cuticule va se foncer. C'est pour ça qu'on va passer d'un stade juvénile, du premier stade juvénile translucide, au stade à l'imago, finalement, avec une coloration plutôt brune. Donc, on peut avoir aussi des réactions allergiques suite aux piqûres, liées à des réactions à la salive, par exemple. Mais la plus grosse problématique, c'est la notion de stress psychologique par rapport aux piqûres régulières. Et après, on peut même avoir un sentiment de honte. On a peur d'aller chez les amis, on a peur d'inviter des personnes. C'est vraiment ça aujourd'hui, le gros souci. Avant tout, en sachant que les problématiques dermatologiques peuvent arriver également. Donc, on peut voir quotidiennement ces notions de petits boutons. D'ailleurs, quand on nous demande est-ce que c'est des boutons de punaise de lit, de puce, ou des réactions au poil d'entraîne, de larves d'entraîne, ce qui est potentiellement très caractéristique, c'est ces petits boutons linéaires qu'on peut voir sur les illustrations
en haut à droite et en bas à droite, on a des petits boutons linéaires. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir que l'outil de perçage de la punaise de lit est tout petit. C'est-à-dire que lorsque la punaise, elle vient vous piquer, donc elle ne va pas rentrer dans 3 mm de peau. Si vous bougez un petit peu, elle va se détacher. Et le fait de se détacher, elle va repiquer juste à côté. Et une prise de repas pour une punaise, qui correspond à peu près à 15-20 minutes, ça peut être facilement une dizaine de piqûres si je suis un petit peu mobile. Il faut savoir également qu'on n'est pas tous donc sensibles de la même manière aux piqûres. J'ai pu observer également des piqûres qui vont apparaître, en tout cas, quelques jours après la piqûre. Comme j'ai pu aussi voir apparaître des boutons avec des petites cloques qui vont apparaître quelques heures après la piqûre. Et ce qui peut arriver aussi, c'est les œdèmes de Koenig, les réactions allergiques, qui vont apparaître quelques minutes après la piqûre. Donc c'est vrai que l'impact lié aux piqûres de la punaise, il est essentiellement psychologique, l'estime de soi. Ensuite, on peut avoir un gros impact économique si on a besoin de changer sa literie, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'impact sanitaire, le risque est quand même minime, puisque le seul impact sanitaire que l'on peut avoir, c'est la maladie de Chagas, qui est liée à la Cimex hemipterus par rapport à un parasite lié aux excréments. Donc, cette petite illustration, je la trouve vraiment très sympathique. Pourquoi? Parce que là, vous avez vraiment l'ensemble du cycle de développement de la punaise qui varie énormément en fonction de la température. D'ailleurs, plus je vais avoir une température basse, plus je vais avoir mon cycle de développement qui va être long. C'est-à-dire que la périodicité de piqûre sera beaucoup plus longue. Donc, si une périodicité de piqûre est plus longue, ça veut dire que potentiellement, mes fréquences de piqûre seront également plus faibles. Donc, comme vous pouvez voir, donc les œufs, c'est pas plus gros qu'un millimètre. Donc, ça fait des tout petits grains de riz d'un millimètre blanc. Mon premier stade de développement sera translucide. Donc, à chaque fois, vous avez avant repas, après repas. Donc, le premier stade va faire à peu près 1,5 mm, le deuxième 2 mm, le troisième 2,5 mm, le quatrième 3 mm. Et au final, quand on arrive au stade adulte, on est environ sur des moyennes de 5 mm, 5 mm et demi à peu près. À savoir que l'on reconnaît très facilement une espèce femelle de l'espèce mâle. Pourquoi? Comment on est capable de reconnaître le mâle d'une femelle? Eh bien, le mâle, le bout de son abdomen sera pointu. C'est la petite photo de l'adulte que vous pouvez voir en haut à gauche, ou en bas de l'abdomen, vous avez la petite pointe qui est l'organe génital du mâle. Voilà. Donc, le cycle total de développement, ça peut varier entre 30 et 70 jours en fonction de la température. Voilà. Donc là, sur la prochaine slide, effectivement, on a une belle photo d'un insecte, d'une punaise avant repas. D'ailleurs, la belle photo de gauche, on voit que c'est un beau mâle avec l'organe génital. Et ensuite, vous voyez sur la photo de droite, donc une punaise de lit après sa prise de repas. Donc on voit que son abdomen est gorgé de sang avec son petit organe donc piqueur qui va donc pénétrer sous la peau et aspirer le sang. Donc en termes de cycle de développement, donc je vous en ai parlé un petit peu par rapport au cycle global. Donc globalement, le cycle entre l'œuf et l'adulte va durer entre 30 et 70 jours. C'est vraiment la température qui va être le facteur prépondérant de cette périodicité de développement. Il faut savoir également que tout au long de sa vie, après une seule fécondation, la punaise femelle peut pondre entre 200 et 400 œufs au total, avec des grappes d'œufs entre 5 et 15 œufs par jour, en sachant que la femelle va faire des prises de repas à peu près toutes les semaines par la suite. Une fois que la femelle a été fécondée, qu'elle a fait une prise de sang, donc elle va féconder, elle va pondre ensuite entre 5 et 15 œufs par jour, et ces œufs vont éclore entre 7 et 10 jours, voire parfois un peu plus, en fonction de la température. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut bien faire attention de ne pas avoir des fréquences trop courtes entre le traitement, puisque aujourd'hui, les œufs font partie des stades de développement qui sont très peu sensibles aux insecticides. La durée de vie adulte peut varier énormément en fonction de la période de diapause également. Donc la période de diapause peut pratiquement multiplier par 2 la durée de vie de l'adulte. Au niveau des repas, la larve va faire à peu près un repas tous les 10 jours, l'adulte une fois par semaine. On estime qu'on commence à tendre vers les 2 ans de diapause. Aujourd'hui, les 18 mois, on y est, il n'y a pas de souci.
hein, on commence à aller titiller les 2 ans de diapause. Hein. Au stade larvaire, c'est 3 mois. En tout cas, ce qu'il faut savoir pour le stade larvaire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de développement s'il n'y a pas de prise de repas. Pas de prise de repas, pas de développement. Donc ça, c'est vraiment le critère qui permet à la punaise de lit de se développer et de passer d'un stade larvaire à un autre stade larvaire. Donc voilà, hein, par rapport à tout ce que je vous expliquais, donc une autre illustration. Hein, donc la ponte de 5 à 15 œufs par jour, hein, les différentes périodicités de développement en fonction des températures. Plus il fait chaud, plus la période entre chaque stade de développement sera réduite. Plus il fait frais, plus le stade de développement sera long. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je préconise plutôt à dormir dans une chambre à 16 degrés avec une bonne couette, plutôt que de mettre les chambres à 25 degrés, hein, et puis transpirer toute la nuit. Voilà. Donc l'espérance de vie, hein, de la punaise va vraiment varier en fonction de la température. Très important également, au moment de la détection, hein, il est nécessaire, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le diagnostic, la détection, c'est 3/4 du temps que vous allez passer chez votre client. Et il va parfois être nécessaire de démonter les pleins, de démonter les prises électriques, de démonter les sommiers. Et si vous ne faites pas ça, vous avez de fortes chances de passer à côté de l'infestation et de revenir régulièrement. Donc là, effectivement, hein, au niveau de cette diapo, vous avez en capacité d'aller checker, et moi je vous invite à faire une sorte de checklist de contrôle, hein, une checklist pour savoir s'il y a de la présence directe, s'il y a des excréments, hein, ce qui va vous permettre d'avoir une cartographie et ensuite de pouvoir axer votre traitement. Donc c'est vrai que je vous ai parlé des bailleurs sociaux, tout ça, des hôtels, mais aujourd'hui, on a quand même un environnement qui suscite le fait qu'on voyage quand même plus facilement. Aujourd'hui, on prend l'avion comme on prenait le train il y a 20 ans en arrière. La France, on va dire que du côté de Paris, c'est quand même un carrefour au niveau européen, au niveau du transport aérien. Moi, je me rappelle quand j'ai vu les premières punaises de lit, c'était en 2004, on m'a dit, ouais, Nico, il y a de la punaise de lit parce que c'est la Coupe du Monde 98 qui a ramené tout ce flux de personnes à la Coupe du Monde. Après, avec le recul, je me dis que dans tous les cas, il y aurait Coupe du Monde 98 ou pas de Coupe du Monde 98. La France étant le pays numéro 1 en termes de tourisme, on aurait à un moment donné été confronté à des problématiques de punaise de lit au niveau des hôtels. Ça, c'est indéniable. Alors, comment diagnostiquer une infestation? Il est important de savoir déjà pourquoi elle est présente. Et comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes aujourd'hui la nourriture, c'est-à-dire notre sang. C'est la nourriture. Et je peux vous dire que c'est même une nourriture plutôt à l'infini pour les punaises de lit. Donc, on est l'hôte de prédilection. Mais on n'est pas l'hôte unique. Même si la punaise de lit n'aime pas forcément tout ce qui est poils, tout ce qui est cheveux, tout ça. Mais si on n'est pas présent et s'il y a des animaux sur place, il y a une possibilité à ce que les animaux deviennent aussi un hôte pour que les punaises de lit puissent se nourrir. Donc, on est l'hôte de prédilection, mais on n'est pas l'hôte unique. Dans tous les cas, la punaise de lit a une capacité de pouvoir se nourrir sur tous les animaux à sang chaud. Comme vous pouvez le voir au quotidien, la grosse problématique, c'est qu'elles ont une capacité à se cacher dans des environnements où nous, on a du mal à les détecter. C'est-à-dire dans les plis, dans les coutures de matelas, dans les sommiers, sous les chaises, dans les plaintes, les luminaires, les prises électriques. J'ai même eu le cas un jour, sur un balcon, il y avait un nid de pigeons et j'ai vu de la punaise de lit dans le nid de pigeons. Alors c'était en été, bien sûr. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'en cas de forte infestation, il y a fortement une chance à ce qu'il y ait derrière une réhabilitation de logement à faire. C'est-à-dire refaire le papier peint, refaire la jointure. En tout cas, rendre les environnements les plus étanches possibles pour éviter que les punaises de lit se réfugient et ressortent tranquillement. Donc, au moment du diagnostic, bien regarder les zones d'obscurité sans vibration. Regardez bien les petites interstices, les petites fissures. Avec une lampe torche, c'est quand même mieux. Une petite lumière. Moi, je sais que j'avais mes petites bombes aussi, mes petites bombes de froid qui me permettaient éventuellement d'avoir cette partie débusquant. Et ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit également, c'est que le diagnostic, l'inspection est peut-être l'étape la plus longue et c'est l'étape fondamentale pour ensuite pouvoir appliquer son traitement de façon raisonnée. Et ça,
l'inspection peut vous demander de démonter les lits, les pieds de sommier, de démonter les cadres qu'il y a au mur. Donc, ça va vous demander quand même pas mal de travail. Et pour moi, cette notion d'inspection est une étape fondamentale et certainement la plus longue. Et si vous ne le faites pas, vous avez de fortes chances de passer à côté. Au moment de l'inspection, vous allez devoir détecter donc soit la présence de punaises, vivantes ou mortes, soit les traces d'excréments. Et les excréments ne sont ni plus ni moins que du sang digéré. Alors évitez de me mettre un coup d'éponge sur les excréments parce que vous allez voir que ça va faire des belles taches rouges. Alors si vous voulez nettoyer les matelas qui sont, on va dire, pas trop vieux, il existe aujourd'hui des dispositifs, des nettoyeurs extracteurs qui permettent de pouvoir nettoyer tout ça. Mais évitez de prendre des éponges ou des sopalins et de frotter les excréments de punaises de lit. Vous allez voir, ça va faire des belles taches rouges. Pareil, ne pas hésiter à démonter aussi les sommiers à lattes. Il existe maintenant, alors vous aviez des sommiers à lattes en plastique, où généralement on casse une latte sur deux, mais vous avez également des sommiers où vous avez les lattes en bois qui sont fixées. Et bien ça, il faut retirer toutes les vis de ces lattes. Je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé, en dévissant, j'ai les punaises de lit qui venaient avec. Et si vous ne le faites pas, malheureusement, vous allez passer à côté de l'infestation. Alors, en termes de détection, en termes de diagnostic, n'hésitez pas à être transparent avec vos clients et informer correctement, soyez transparent. Pour la détection, vous avez 3 typologies de détection. La détection visuelle, dont l'homme, qui est pour moi la première partie de la détection. Si j'ai un doute, je vais avoir la détection canine. Et aujourd'hui, il existe un panel également de pièges attractifs à base de chaleur, de CO2 ou de phéromones, qui ont une efficacité plus ou moins aléatoire en fonction du dispositif. Donc ça, vous avez aujourd'hui des pièges à phéromones avec des pièges odorants. On a aussi des pièges qui ont été mis avec des systèmes de CO2, des systèmes avec de la chaleur. On a aussi eu des systèmes de piégeage avec des systèmes de double phase, des systèmes également de petits cartons. On a mis aussi un peu de thalluatome également dedans. Bon, ça, c'est des dispositifs qui existent. Il faut les connaître. Il ne faut pas tout miser dessus non plus, mais il faut que vous les ayez en tout cas dans la boîte à outils. Ça, c'est important. Alors, comment traiter l'infestation? Et vous allez voir que traiter l'infestation se fait uniquement après le diagnostic. Et il est important d'avoir en tête qu'une fois le diagnostic fait, il va y avoir un gros travail de préparation que vous allez donner à votre client pour qu'il puisse vous aider. Finalement, sur la punaise de lit, vous allez avoir autant besoin de la personne qui se fait piquer qu'elle a besoin de vous. Ensuite, pour l'usage d'un insecticide, il est important d'avoir une pièce inoccupée, que les meubles soient vidés. Si j'ai du linge à nettoyer, je mets mon linge dans des sacs hermétiques que je vais laver à 60 degrés. Que mes pièces soient nettoyées et aspirées. D'ailleurs, l'aspiration, je peux vous dire que quand c'est bien aspiré, vous allez commencer déjà à retirer une grosse partie de la population. Et bien sûr, vous devez respecter le délai de rentrée après application. Et bien sûr, dites bien à vos clients qu'après un traitement chimique, qu'ils n'aillent pas directement nettoyer ce qui a été traité, parce que derrière, votre traitement, en termes de rémanence, ça va totalement disparaître. Bon, merci Nicolas. On va passer Merci Damien. à la première question. Donc, lors de vos interventions punaises de lit, quelles étapes réalisez-vous? Donc, je vous laisse quelques 30 secondes pour répondre au diagnostic qui apparaît. Allez, je continue. Je vous laisse continuer de répondre et je continue de présenter. Donc maintenant, on va passer à la partie, la présentation de l'ERADEX bébé. Donc un nouveau produit
proposés par l'IFATEC au niveau de l'Europe. Donc, qu'est-ce que les Radex bébés? Donc, bébé comme bedbugs. Bedbugs, c'est punaise de lit en anglais. Donc, c'est un pays, comme je disais, à vocation européenne. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur un nom plutôt anglophone. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce qui est vraiment clé, c'est que c'est du géraniol concentré à 31,5%. Donc, aujourd'hui, c'est le plus concentré du marché. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment clé sur ce produit, c'est sa formulation. En fait, on a une formulation vraiment originale qui fait qu'on va améliorer l'efficacité du géraniol. Et donc, on a vraiment une efficacité unique au niveau de ce produit. En quoi elle est unique? Ben, ça passe par la formulation. Donc déjà, on a une formulation EW qui est très peu connue sur le marché. Sur le marché, on va plus avoir des formulations EC et qui ont le problème en fait de déphaser. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, donc à gauche, vous avez le produit Eradex BB et à droite, d'autres produits à base de géraniol. Et on voit que dans le temps, en fait, il ne reste pas stable. Nous, notre formulation est totalement émulsionnée et reste bien en phase avec la partie liquide tout au long du traitement. Donc ça, c'est vraiment clé. Il n'y a pas de solvant. Donc on n'a pas d'odeur forte quand on utilise le produit. Et aussi, cette formulation EW, elle permet de créer des fines gouttelettes et avoir une meilleure répartition du produit sur la surface à traiter. Parce que vous vous rendez bien compte qu'avec un produit qui va phaser, entre le début et la fin du traitement, vous n'allez pas avoir la même quantité de géraniol ou de substances actives sur toute la surface du logement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Un autre point, et qui fait vraiment notre spécificité, c'est qu'on a un produit 100% efficace sur tous les stades de la punaise de lit. La plupart des produits aujourd'hui vont être efficaces sur les stades adultes et juvéniles et pas sur les œufs. Nous, on a un produit qui est efficace avec des essais à la clé sur les œufs. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qui fait la différence de ce produit, c'est qu'on va pouvoir aussi optimiser le temps de traitement et le nombre de passages. Un produit aussi qui a une action relativement rapide, vous voyez, avec une efficacité à moins de 5 minutes, 100%, moins de 5 minutes. Donc, c'est vraiment un effet choc au niveau de ce produit. L'autre intérêt, donc on est sur une formulation issue d'actifs naturels. Donc, on a un délai de rentrée réduit. Donc, ça veut dire qu'une fois que le traitement est sec, les personnes peuvent réentrer dans la pièce. Bien sûr, on ne vous cache pas que c'est des huiles essentielles, donc ça sent quand même relativement fort. Donc, il faut quand même aérer les parties, les pièces que vous avez traitées. Mais voilà, on a quand même un délai de rentrée très court. Pas de résistance. Aujourd'hui, on n'est pas sur des pyrétrénoïdes, donc on n'a pas de problème de résistance des punaises à notre produit. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est clé sur ce produit. Mais voilà, et après le dosage, donc un dosage classique à 45 millilitres par litre et 5 litres de bouillie permettent de traiter 100 mètres carrés. Alors, ces notions de 100 mètres carrés sur la punaise de lit, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que vous savez très bien, on ne va pas traiter toute une pièce, on va traiter les plinthes, les bas de mur, les sommiers. Donc voilà, mais c'est pour vous donner une indication en fait de la quantité de produits à utiliser pour traiter une pièce. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième question. Donc, quelle est la problématique majeure que vous rencontrez lors de vos chantiers punaises de lit? Donc, je vous laisse pareil quelques secondes pour répondre à cette question. Allez, je continue la présentation. Donc, qu'est-ce qui est clé? Vous connaissez l'IFATEC, vous savez comment on travaille sur la partie anti-rongeur. Et ce qu'on vous dit bien souvent, c'est que le produit, c'est une chose, mais la façon
d'appliquer le produit, le protocole d'utilisation est clé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN d'entreprise. C'est qu'on ne va pas juste vous vendre un produit, on va aussi vous expliquer comment l'utiliser et quel protocole il faut faire pour avoir des résultats concrets. OK? Donc, vous allez voir, sur le mois de mars, on pourra remettre aux personnes qui achètent le produit le protocole de traitement et les bonnes pratiques préconisées par l'IFATEC. Et sur ce point-là, ces bonnes pratiques, elles ont été testées avec des professionnels, dont Bernard Régent. Donc, il parlera tout à l'heure de son expérience avec notre produit et notre protocole. Donc déjà, première chose, Nicolas parlait du diagnostic, ça c'est clé, hein. Aujourd'hui, des punaises de lit, il y en a. Il y a aussi une psychose, donc des gens qui vont appeler pour plein de piqûres. Donc il faut savoir, est-ce que c'est vraiment de la punaise de lit? Parce que les piqûres, ça peut très bien être des puces, ça peut très bien être des moustiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de faire le bon diagnostic. Derrière, quel est le niveau d'infestation? Parce qu'en fonction du niveau d'infestation, on ne va pas mettre les mêmes pratiques en place. Donc, c'est vraiment important cette partie de savoir le niveau d'infestation. Donc, pour un niveau d'infestation, on va partir souvent de là où on va retrouver les punaises de lit, la plupart du temps autour du canapé ou du lit, et on va faire de manière centrifuge pour voir si l'infestation s'est vraiment décalée dans le bâti. Ensuite, le protocole, vous le savez, hein, vider les meubles, laver tout ce qui peut l'être à 60 degrés. Ce qui ne peut pas être lavé, congeler à moins 20 degrés pendant au moins 3 jours. Et démonter tout ce qui peut l'être. Il faut que toutes les cachettes soient mises à jour. Donc, Nicolas en a parlé, démonter les lattes, oui, c'est fastidieux, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, il y a une chance sur deux qu'on rate des punaises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est clé et qu'on veut mettre en avant. Derrière, au niveau du protocole de traitement, pour nous, il y a une chose qui est clé, c'est dans un premier temps, on aspire. Vraiment, l'aspiration, c'est un contrôle mécanique. Il n'y a pas plus simple que ça, mais on va déjà éliminer une bonne partie de la population. Donc ça, c'est clé. Au niveau de l'aspiration, donc voilà, un petit aspirateur à dos, ça fait très bien le travail. Derrière, là où on est clair aussi, tout ce qui est matelas, sommet tapissier, canapé, on va les traiter à la vapeur sèche. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un produit, on ne va pas s'amuser à mettre du produit sur des matelas comme ça. Même si c'est à base d'huile essentielle, ça peut quand même créer des irritations. Tout comme les produits que vous utilisez à base d'insecticides, et il ne faut jamais pulvériser sur un matelas. Donc là-dessus, on est assez clair. Il faut passer par de la vapeur, ça fonctionne bien. Si c'est fait consciencieusement, il n'y a pas de souci. Et derrière, traiter, appliquer les Radex bébé au niveau des soumis-à-lattes, des plaines, des angles de mur, de toutes les cachettes où vous pouvez retrouver des punaises. Donc voilà au niveau du protocole qu'on préconise. Donc un premier traitement et après un second traitement 7 à 10 jours après où on va vérifier ce qu'on a fait la première fois, contrôler et faire un deuxième passage. On garde le même protocole, aspiration et après vapeur et traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Pourquoi ce deuxième passage, même si je vous ai dit qu'on était efficace sur les œufs, c'est que un premier traitement parfait, ça n'existe pas. C'est obligé, Nicolas en a parlé, elles vont se cacher dans plein de crevasses, dans plein d'endroits. Donc on est obligé de refaire un deuxième traitement pour être sûr de tuer toutes les punaises qui étaient présentes dans la pièce. Donc voilà, donc ces traitements, on ne les a pas pondus comme ça derrière notre bureau. On est allé sur le terrain, on a été formé. On a travaillé en binôme avec 6 applicateurs un peu partout en France sur des cas différents avec du logement social, des chambres étudiantes, un hôtel, tout niveau d'infestation. Voilà, donc ce qui nous a permis de vraiment mettre à l'épreuve notre protocole et surtout d'avoir le retour des applicateurs parce que c'est quelque chose qui est clé pour nous. C'est vraiment d'avoir cette expérience des applicateurs et vous proposer un produit et des protocoles adaptés à vos usages. Donc sur cette partie, je vais laisser la parole maintenant à Bernard qui va revenir un peu sur nous faire son retour d'expérience terrain suite au travail en binôme qui a été fait durant l'hiver. Alors bonjour à tous. Donc j'ai eu la possibilité de tester l'Iradex bébé en binôme avec Axel Dorançon de l'IFATEC.
Alors, j'ai d'abord fait au préalable un diagnostic, donc où on a pu constater la présence de punaises de lit, alors surtout au niveau de la chambre, mais également dans le salon, au niveau du canapé. Donc, c'était un logement de type T2, pas très grand, mais qui était quand même relativement encombré. Donc les consignes ont été données, donc c'est-à-dire, bah, laver le linge à 60 degrés, débarrasser le plus possible, surtout du fait que ça soit encombré. Donc le jour de traitement, la chambre avait été partiellement vidée, donc tout ce qui était, linge de lit et cetera avait bien été enlevé, certaines étagères également. Par contre, dans un placard, il restait quand même beaucoup de linge. Heu, donc en plus de ça, le linge, une partie du linge avait été transférée dans le salon avec le risque, bah, de propager, les insectes dans d'autres zones du logement. Donc nous avons vidé, une partie du placard, pour le stocker dans une chambre, froide, donc à -20 degrés. On a commencé donc par, démonter, le lit, les prises électriques, pour ensuite passer, l'aspirateur, donc dans toutes les zones sensibles, hein, les plinthes, le sommier, les étagères, également le canapé, les prises, électriques. Ensuite, suivant, bah, ce protocole, on a passé la vapeur, sèche, donc sur toutes les parties en tissu, hein, qui ne pouvaient pas être lavées, donc le matelas, une partie du sommier et le canapé. Par la suite, on a pulvérisé donc les Radex bébés sur le sommier, les plinthes, les étagères, table de nuit, sous le canapé également, puisque c'était une zone qui était restée quand même relativement, encombrée avec le risque, de retrouver des punaises, cachées, sur les abords de ce canapé. Alors lors du deuxième traitement, on a d'abord effectué évidemment un contrôle visuel, heu et on a retrouvé, alors des punaises, mortes, mais également quelques punaises vivantes. Alors principalement sur, des zones qu'on avait oubliées ou pas forcément, bien approfondies. Alors notamment, les pieds de lit, on les a démontés mais vraiment entièrement, pieds de lit et supports de pieds de lit surtout. Heu, les pieds d'une étagère en bois, alors c'était du bois mélaminé, donc avec, des pieds, abîmés, friables et des punaises de lit avaient réussi à se cacher dessous. Et également dans une goulotte électrique au plafond, donc juste au-dessus du lit. Donc on a refait le même traitement, hein, donc c'est-à-dire aspiration, vapeur et pulvérisation. Je suis repassé par la suite, quelques jours après et quelques semaines après pour refaire un contrôle. À la suite de quoi je n'ai pas constaté, de punaise de lit, vivante. La locataire n'a elle non plus pas constaté de punaise. Évidemment, je lui ai conseillé d'être très vigilante durant les semaines et les mois qui suivent, hein, et d'alerter à la moindre alerte, on va dire. Et donc depuis, j'ai pas eu de nouvelles, donc c'est qu'a priori, ça a été concluant. Et seulement en 2 traitements, donc ce qui est, relativement bien. Donc c'est un protocole qui prend un peu plus de temps que ce qu'on pouvait faire auparavant, étant donné, voilà, on n'a pas l'action, chimique avec, une longue rémanence, donc il faut être beaucoup plus rigoureux dans le démontage, dans l'aspiration également, la vapeur. Donc c'est vrai qu'étant donné que ça prend un peu plus de temps, il faudra dans tous les cas, une facturation, qui soit, bah, majorée. Heu, mais en même temps, la chimie est de plus en plus, remis en cause, à juste titre d'ailleurs, et donc ce protocole avec ce produit correspond, aux attentes de la société, enfin aux attentes actuelles un peu de tout le monde. Donc c'est plutôt rassurant, pour les occupants, mais aussi pour l'applicateur,
d'utiliser des produits avec un risque chimique quand même relativement faible par rapport à ce qu'on utilisait jusque-là. Le seul doute que je pourrais avoir, c'est sur des traitements où on va avoir des logements beaucoup plus volumineux, ou voire même très encombrés. Mais en même temps, c'est le cas pour n'importe quel protocole. À partir du moment où on a des grands volumes, des grandes pièces et que c'est très encombré, ça sera de toute façon beaucoup plus compliqué que ce soit des traitements chimiques alternatifs ou autres. C'est une complication assez importante. Donc voilà, moi, en ce qui concerne mon intervention avec l'Iradex BB. Bon. Merci Bernard pour le retour d'expérience. Je pense que c'est toujours intéressant d'entendre aussi quelqu'un d'autre que le fournisseur parler du produit. Maintenant, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va répondre on va parler des sondages. Premier sondage, donc quelle est la problématique majeure que vous rencontrez lors de vos chantiers punaises de lit? À 50%, c'est pas une surprise, la préparation avant le traitement. Donc ça, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit. Et le deuxième point qui arrive à 23%, l'accès au logement. S'il y a les grandes tendances, donc ça, on voit bien ce point-là. Donc merci de la participation pour cette question. La seconde question, lors de vos interventions punaises de lit, quelles étapes réalisez-vous? Alors, à 25%, le diagnostic, 21%. Alors là, c'est vrai que c'est à peu près équilibré. Il y a un peu de toutes les réponses. Donc, c'est diagnostic à 25%, traitement avec un produit biocide à 21%, traitement vapeur 16%. Donc, c'est bien. Contrôle après traitement 14%. Et après, le reste, donc préparation, aspiration entre 10 et 15%. Donc, c'est intéressant. On voit que vous avez un peu tous des protocoles un peu semblables et des problématiques qui sont semblables. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Merci. Alors maintenant, au niveau des questions. Alors j'ai vu que Nicolas a répondu à quelques-unes. Il y avait déjà eu les réponses aussi dans la présentation. Alors, il y a une question concernant est-ce que notre produit fait de la mousse, des bulles en sortie de buse? Non. Non, on n'a pas ce souci-là. Ça tient au fait qu'on a cette formulation EW, une émission qui est vraiment stable. Donc, on n'a pas de problème de mousse. Je ne sais pas, Bernard, si tu peux faire ton retour d'expérience dessus, mais aujourd'hui, non, il n'y a pas ça se pulvérise comme un produit classique. Alors complètement, je n'ai pas remarqué aucune difficulté à appliquer ce produit, hein. Voilà, c'est liquide, c'est fluide, aucune difficulté d'application. Alors c'est vrai que comme tu as pu le décrire tout à l'heure, il y a l'odeur qui est quand même assez forte et tenace sur la combinaison dans le logement. Après, c'est pas une odeur désagréable, hein, mais elle est assez forte. Donc le temps de rentrer, donc comme j'ai dit, c'est une fois que le produit est sec. Donc vous allez dire c'est une réponse de dormance, ça veut tout rien dire, mais c'est dur de donner une réponse parce que en fonction des conditions climatiques, de la possibilité d'aérer le logement, je ne peux pas vous donner une réponse claire et précise, mais c'est vraiment une fois que le traitement est sec. Donc voilà pour cette question-là. La question de la nébulisation. Il peut l'être, mais est-ce que c'est vraiment une méthode à préconiser pour le traitement des punaises de lit? J'en suis pas sûr. Là, peut-être que Nicolas peut nous faire son retour d'expérience. Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que excuse-moi, Damien. Tu peux poser la Oui, il y question? avait une question sur est-ce que le produit est utilisable en nébulisation? Bon, la réponse est oui, tant que c'est pas de la thermonébulisation. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment applicable à un traitement de punaise de lit? Ça, j'en suis quand même moins sûr. Alors, tout ce qui est traitement de volume, c'est pas forcément ce qui est le plus adéquat. C'est pour ça que il y avait une question par rapport au fumigène. N'oubliez pas que la punaise de lit est un insecte rampant. L'objectif, c'est d'avoir un impact directement sur une surface.
Donc, quand vous faites des traitements de volume, malheureusement, vous allez faire un traitement de volume pour faire un traitement de surface, ce que vous auriez autant d'efficacité en faisant finalement une pulvérisation de surface. Donc, pour moi, la nébulisation, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adéquat sur la punaise de lit. Comme sur tout ce qui est finalement insecte rampant. Voilà. Tout comme les fumigènes d'ailleurs. Ouais, exactement. Alors, attends, je continue. Là, il y a des questions qui arrivent. Donc, il y a une question sur pendant combien de temps les résidents doivent quitter le logement. On n'a pas forcément de temps par rapport à ce point-là. Après, le fait est que si c'est quand même une infestation massive, on leur conseille quand même de ne pas rester la nuit qui suit le traitement. Mais il y a pas de là-dessus, il y a pas de préconisation particulière sur ce point-là. Après, concernant la rémanence du produit, on est sur un produit à base d'huile essentielle, donc la rémanence est très faible. Il faut se dire, c'est quelque chose qui est lié au produit. D'où l'intérêt aussi d'avoir un protocole quand même très carré et d'être très minutieux dans le traitement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hop, 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 je continue de regarder les questions, excusez-moi. Hop, les fumigènes, on a répondu. Il y a une question sur vendu au public. Non, c'est un produit uniquement destiné aux professionnels. Donc, c'est un produit biocide. Donc, bien sûr qu'il faut être un applicateur et avoir le certi biocide pour utiliser ce produit. Hop, il y a des questions sur les EPI. Donc, les EPI, c'est les EPI masque à cartouche. Alors, je n'ai plus en tête lequel. Tout ça, c'est marqué sur l'étiquette. Combinaison, gants, enfin, voilà, les EPI classiques pour traiter. Alors, il y a quand même beaucoup de questions qui arrivent là. Il y avait une question sur est-ce que c'est un produit biocide ou pas? Est-ce que c'est un TP18, Damien? Oui, c'est un TP18, oui. Alors, j'ai pas vu, mais oui, c'est bien un produit biocide. Donc soumis à Egalim. Soumis à Egalim. Voilà, exactement. J'ai pas vu toutes ça les c'est une question qu'il y avait aussi également. D'accord. Alors, produit pour les œufs, est-il efficace? Oui, donc le produit est efficace sur les œufs et les adultes par rapport à cette question. Donc, voilà. Une dernière slide. Oui, donc voilà. Voilà les questions. Après, j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. On va quand même toutes les collecter et faire une réponse par écrit qu'on enverra à tout le monde. Comme ça, vous aurez les réponses à des questions, même des questions que vous n'êtes pas posées, vous aurez toutes les réponses. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre équipe. N'hésitez pas à nous contacter l'équipe. Donc voilà, il y a des représentants un peu partout en France. Donc n'hésitez pas à les contacter et sachez que on est disponible, que ce soit l'équipe commerciale ou l'équipe technique, pour vous accompagner et vous présenter le produit. Merci beaucoup et merci beaucoup Nicolas et Bernard pour votre participation. Merci beaucoup Damien. Merci. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.